Merci de nous recevoir chez vous avec ce plateau 1-1 Talon 2 qui reçoit aujourd'hui pour vous le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, bras exécutif du président Talon pour la mise en œuvre de son programme d'action et de ses réformes. Si Patrice Talon est le maître d'ouvrage du grand chantier du Bénin des réformes, Abdoulaye Biotchane en est donc le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre. Monsieur le ministre d'État, bienvenue sur ce plateau pour l'exercice de reddition de comptes d'un an de travail pour le compte du second mandat. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Sounouvou. Avec vous, donc, Monsieur Abdoulaye Biotchane, que le titre dispose comme chef d'orchestre de l'équipe gouvernementale, on va revisiter les grandes priorités d'un second quinquennat voulu hautement social par Patrice Talon. Et si on suppose que ce n'est pas une annonce fortuite venant du méticuleux Talon, eh bien, s'impose une question centrale pour en appréhender les fondements. Est-ce que la dimension sociale du développement a été pensée comme telle pour structurer lors de sa conception et donc la traverser secteur par secteur, de part en part, la deuxième génération du PAG? Autre question, à l'aube du PAG2 et à l'aune des soubresauts conjoncturels, est-il possible aujourd'hui encore de maintenir le cap des ambitions initiales? Où le gouvernement Talon va-t-il reprendre la calculette et revoir ses ambitions et ses stratégies? Réponse avec Abdoulaye Biotchane dans cette séquence du gouvernement en action que j'ai plaisir à co-animer avec un brillant journaliste de E-Télé, François-Xavier Noumon. Bonjour Osias, bonjour à nos amis téléspectateurs, rebonjour Monsieur le ministre d'État. Bonjour Monsieur Noumon. D'entrée de jeu, nous allons nous intéresser à la coordination de l'action gouvernementale et peut-être mieux connaître ce que recouvre cette part de votre portefeuille, le contenu, la pertinence et quelques illustrations concrètes de son utilité. Merci beaucoup. Je vais commencer par ce que n'est pas la coordination, parce que Monsieur Sounouvou, je vous ai écouté tout à l'heure, dans notre architecture institutionnelle, le chef de l'État est chef de gouvernement. Donc il est et il reste le chef de gouvernement. Et dans mon rôle de coordinateur de l'action du gouvernement, il s'agit pour moi justement d'assister le chef de gouvernement en ce qui concerne les activités du gouvernement. Faire en sorte que les décisions du gouvernement soient bien préparées, faire en sorte que ces décisions-là soient bien exécutées, qu'il y ait une bonne coordination intersectorielle. Il ne vous échappe pas qu'il y a souvent des décisions qui concernent plusieurs ministères à la fois. Il faut que dans ces cas-là, tout le monde chante la même chanson, écoute la même musique. Et donc, de ce point de vue-là, la coordination de l'action gouvernementale pour ce que nous en faisons, c'est d'abord, sur le plan stratégique, nous assurer que les objectifs du gouvernement qui ont été décidés soient mis en œuvre avec esprit de suite, faire en sorte que sur le plan opérationnel, les arbitrages auxquels le gouvernement doit être soumis, auxquels le chef de l'État doit être soumis, sur lesquels il doit trancher, soient bien préparés et que effectivement on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Vous voyez donc à la cohérence et à la symphonie de l'action gouvernementale pour atteindre les grandes ambitions. C'est comme certains le susurrent, un Premier ministre qui n'en a pas véritablement le portefeuille officiel. Vous en avez le profil, ancien ministre des Finances, ancien directeur Afrique du FMI, ancien patron de la BOAD, vous en avez le profil. Même si, merci, bon, voilà. Merci beaucoup. Et actuellement, ministre du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Il serait intéressant que, de manière concrète, on a des illustrations pratiques justement de la fonction de coordination de l'action gouvernementale. On a appris qu'avant le Conseil des ministres du mercredi, vous avez une réunion de préparation. Comment ça se fait de manière concrète en vérité? Alors, comme je l'ai dit, c'est préparer simplement les décisions du gouvernement. Ce que tout le monde remarque, c'est que le Conseil des ministres se passe de manière plus efficace aujourd'hui. Vous avez vu des conseils des ministres se terminer après 1 heure de temps. Et très souvent, en 1 heure et demie, le Conseil des ministres a bouclé ses activités et vous avez avant midi les comptes rendus et les décisions du Conseil des ministres. C'est bien parce qu'en amont, il y a une bonne préparation qui inclut d'abord et avant tout les discussions interministérielles qui sont préparées des fois entre les ministres, souvent avec moi-même. Et puis il y a surtout la réunion hebdomadaire du comité interministériel qui se passe les lundis et qui prépare justement et l'ordre du jour du Conseil des ministres et les décisions que le Conseil des ministres doit prendre
et bien sûr le contenu de ces décisions-là. Et donc il y a une préparation dans laquelle nous investissons suffisamment d'énergie pour faciliter la décision qui va être prise en Conseil des ministres le mercredi suivant. Il y a à côté de ces réunions formelles ce que nous appelons les séminaires interministériels et parfois les séminaires gouvernementaux. Oui. Les séminaires interministériels, ce sont des séminaires où l'objectif est de prendre connaissance du dossier. Aucune décision n'est prise. On échange sur toutes les options du dossier entre ministres et nous préparons donc la décision qui va se faire, qui va être préparée en comité interministériel pour le Conseil des ministres par la suite. Il y a beaucoup de sujets qui sont soumis à cet exercice de séminaire interministériel. Alors ensuite, il y a les séminaires gouvernementaux qui sont cette fois-ci le même type de séminaire, mais cette fois-ci présidés par le chef de l'État lui-même. À cause de l'intérêt du sujet, à cause de la pertinence des choix à faire, le chef de l'État décide de venir participer avec nous aux échanges sur ce dossier-là avant qu'il ne suive le chemin que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire comité interministériel et conseil des ministres. Vous êtes avant tout ministre d'État chargé du développement, donc nous allons parler développement, et en parlant de développement, on peut supposer qu'il faille parler d'abord de planification, d'évaluation, de tout ce qu'il y a comme projet, programme, et ainsi de suite. D'abord, on a envie de savoir ce qui a fondamentalement changé à ce niveau-là, au niveau de la planification et de l'évaluation des politiques publiques dans leur ensemble. Le 25 mai, il y a le chef de l'État, le président Patrice Talon, a donc nommé un nouveau gouvernement, mais en même temps, il a pris derrière un certain nombre de décisions, dont la coordination, et de ce fait aussi la réaffectation d'un certain nombre de dossiers en ce qui concerne justement la planification, l'évaluation, le suivi des différents projets et programmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en ce qui concerne surtout l'évaluation, c'est là où il y a les changements les plus importants. En ce qui concerne l'évaluation générale, c'est-à-dire le suivi-évaluation, reste au ministère du Développement, qui donc, du fait qu'il est également chargé de la coordination, assure donc cette évaluation des politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement. Ensuite, il y a le suivi des projets et programmes qui, cette fois-ci aussi, est concentré à la présidence de la République. Parce qu'avant, il y avait une partie qui était assumée par le ministère du Développement, donc le ministère en fait de la planification et du développement, le portefeuille que j'occupais précédemment. Et donc cette partie des activités va désormais à la présidence qui assure globalement le suivi des projets et programmes du gouvernement. Ensuite, il y a tout ce qui concerne donc la programmation à court terme et à moyen terme des dépenses d'investissement qui était assurée précédemment par le ministère du Plan et du Développement, qui passe donc désormais au ministère de l'Économie et des Finances, où nous avons maintenant une cohérence de l'ensemble des dépenses, qu'il s'agisse des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d'investissement. Donc voilà cette cohérence que le chef de l'État a souhaité avoir au niveau de cette partie des activités gouvernementales. Ensuite, la planification. Sur ce plan, aucun changement. C'est une activité essentiellement à moyen terme. Elle est assurée par le ministère du Développement comme par le passé. Et donc tout ce qui concerne par exemple la vision sur laquelle nous travaillons maintenant. Vous savez que nous avions jusqu'à présent la vision 2025, la fameuse vision à la FIAF sur laquelle nous travaillons. C'est elle qui nous gouverne encore aujourd'hui. Mais 2025 c'est demain. Nous travaillons déjà sur la vision qui va suivre. Des propositions vont atterrir bientôt sur la table du gouvernement pour en décider. Et ça, c'est le ministère du Développement qui en a la charge. Et ensuite, donc, il y a tout ce qui concerne le plan national de développement qui reste encore au ministère du Développement. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ces sujets. Donc, grosso modo, sur la planification, très peu de changements. Mais sur l'évaluation des politiques publiques, quelques changements. J'ai oublié d'ailleurs de dire qu'il y a un volet important qui concerne l'évaluation des politiques publiques, qui était assuré initialement par les services de la présidence, qui a été affecté au ministère du Développement, pour là encore faire davantage de cohérence en ce qui concerne l'évaluation des activités du gouvernement, aussi bien les projets et programmes que les politiques elles-mêmes.
Je voudrais revenir sur les outils d'évaluation justement des politiques et programmes publics qui relèvent de votre compétence, de votre ressort. Mais avant, pour que le public comprenne suffisamment bien le rôle que vous jouez dans la genèse des programmes que vous mettez en œuvre à travers le programme d'action gouvernementale. Le chef d'État, il a la vision, il imprime la vision, et puis après, vous, le planificateur, vous l'aidez à concevoir les programmes et à fixer les priorités dans leur mode opérationnel. C'est bien ça, c'est bien cela. C'est bien cela. Alors, quand on a fini de les définir, il faut les mettre en œuvre avec toute l'équipe gouvernementale, il faut les suivre. C'est très important le suivi. Il y a au niveau du gouvernement, depuis quelques années, la nécessité, ça c'est une problématique africaine, d'affinage des outils statistiques. Parce que quand on ne mesure pas très bien la problématique qu'on veut adresser, c'est difficile après d'atteindre des objectifs. Il y a un programme de restructuration des statistiques nationales. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, un petit pas en arrière sur la planification pour vous dire que s'il y a quelque chose que le président Patrice Talon a ramené sur ce plan, c'est l'obligation de cette planification. Les années avant son gouvernement, tous ces outils-là avaient été abandonnés et nous sommes revenus à une planification. Vous avez vu le plan national de développement qui a été défini, oui, le PND. Ensuite, les PAG, le PAG 1 et le PAG 2. Et donc, leur mise en œuvre. Et tout ceci se fait en cohérence avec les ODD aussi. Et tout ceci se fait en cohérence avec les ODD qui, bien sûr, sont un élément important. On va peut-être en parler tout à l'heure. Bien sûr, on en parlera. Alors, sur les statistiques, vous avez raison à 100%. Parce qu'il y a un adage américain qui dit si vous savez compter quelque chose, vous savez le faire. Et c'est pour ça que dès 2016, nous avons fait un diagnostic de ce qu'était l'outil statistique dans notre pays. Et donc, avec l'aide de plusieurs experts, d'abord les experts nationaux qui se sont penchés là-dessus. Ensuite, nous avons fait venir les pairs, des statisticiens africains qui sont venus voir. Nous avons choisi ceux dans lesquels les outils ont été suffisamment bien développés. C'est le Rwanda, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Sénégal. Ils sont venus voir, ils ont posé leur diagnostic que nous avons partagé. Et ensuite, nous avons fait venir une équipe internationale de la communauté économique de l'Afrique, la CEA, qui, elle aussi, nous a posé son diagnostic. Il est apparu que tous ces diagnostics étaient convergents. Et à la suite de ça, nous avons mis en place un programme de réforme des statistiques dans notre pays avec, premièrement, un changement sur le cadre légal et réglementaire. Et il y a quelques jours, vous l'avez peut-être suivi, une loi a été votée à l'Assemblée sur les statistiques. C'est le premier pas de la réforme. Ensuite, il y a des décrets qui ont été préparés pour conforter cette loi, pour mettre en œuvre cette loi-là. Et le plus gros va être donc la réforme de l'outil statistique de l'Institut de statistique qui s'appelle désormais l'INSAT. Cette réforme est donc en cours. Elle est désormais pilotée par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et je peux vous dire que la réforme se poursuit assez bien. Vous évoquiez tout à l'heure l'agenda à l'AFIA 2025. Il est arrivé qu'on ait taxé quelque peu l'administration Talon de s'être un peu déconnecté de cet agenda à travers les programmes d'action du gouvernement. Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que, puisque vous l'avez évoqué, ça reste grosso modo votre bréviaire entre Alafia, le PND, le programme d'action du gouvernement? Est-ce qu'il y a une cohérence qui se dégage? Voilà. Il y a une cohérence totale parce que nul d'entre nous n'a remis en cause Alafia, qui est effectivement la vision qui a été établie depuis les années 2000 pour dire en 2025, qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Nous voulons un pays en paix avec lui-même, un pays développé, un pays où les citoyens ont le droit de s'exprimer, tout ce que ce gouvernement du président Talon veut faire. Et c'est pour ça que le PND que nous avons développé, que le gouvernement du président Patrice Talon a développé, s'inscrit parfaitement dans cette vision Alafia. Le PND a tenu également compte des contraintes internationales. Deux grandes contraintes internationales, c'est les objectifs de développement dont vous avez parlé tout à l'heure, mais aussi l'agenda de l'Union africaine, 2063. Et donc, voilà le cadre d'abord international, le cadre national dans lequel nous développons les outils nationaux de planification, que sont pour nous désormais le PND,
Et ensuite, donc, les différents PAG, qui sont des outils d'opérationnalisation de ces grandes visions-là. Et là encore, oui, le président de la République va définir la vision et nous aurons le privilège de définir la vision post-2025, la vision post-Alafia. Et cette vision-là va s'imposer à notre gouvernement, mais va s'imposer comme la vision Alafia à tous ceux qui vont venir par la suite. Très bien. François, si alors, vous permettez. Nous rentrons dans le PAG2, dans les axes majeurs. Quels sont les repères? On va y aller rapidement. Quels sont les repères à partir desquels ont été élaborés ce programme d'action du gouvernement 2? Nous arrivons donc en 2016, nous avons vécu. Nous avons une histoire, nous avons une expérience. Si vous planifiez, vous dites, voilà où je veux que le pays arrive, voilà ce que je veux faire, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que si vous naviguez à vue. Et donc, dans ce contexte-là, deux grands chapitres ont été les contraintes du PAG2. Premièrement, les fondements. Les fondements, c'est d'abord le bilan du PAG1. Qu'est-ce que nous avons fait qui a marché et où sont les faiblesses que nous avons pu détecter? Deuxièmement, le nouveau programme du président Patrice Talon de l'équipe Talon Talata. Et troisièmement, bien sûr, pour vous satisfaire, M. Sounrouvou, le PND. Nous avons fait le PND qui fait la jonction entre deux périodes, la période du premier quinquennat et la période du deuxième quinquennat. Donc ça nous permet de valider tous ces choix qui ont été faits dans l'élaboration du PND. On ne va pas faire ça et au moment de décliner un outil d'opérationnalisation important comme le PAG2, de l'oublier. Donc ces trois éléments-là ont été considérés comme les fondements du PAG. Ensuite, nous avons, deuxième grand pilier, les valeurs. Les valeurs autour desquelles le gouvernement va travailler et la première d'entre elles, c'est le nouvel esprit qui se développe dans le pays, dans les cités comme dans les agglomérations rurales. Tous nos concitoyens ont désormais le sentiment qu'ils peuvent réaliser un certain nombre de choses dont ils étaient exclus par le passé. Et j'ai eu l'occasion, nous avons eu au gouvernement l'occasion de le constater encore récemment lors de la tournée gouvernementale, pour dire quel est votre état d'esprit, même dans des conditions aussi dures que celles que nous traversons. Et je peux vous dire que le sentiment général que nous avons perçu, nous avons capté des populations, c'est un optimisme. Que oui, c'est dur, mais nous allons y arriver. Et ça, c'est important. Donc, nous avons bâti sur cette première valeur-là. Deuxièmement, la capacité de notre pays à valoriser tout son patrimoine culturel, économique, social. Et vous avez pu le voir récemment avec l'exposition qui a été faite et qui a été saluée par tout le monde, mais aussi qui a été visitée par les populations d'un peu partout. On avait pensé initialement que ce seraient les populations de Cotonou ou du Grand Nokoué. Oui, oui. Mais vous avez vu des populations venir du Zou, de Lomé, des plateaux. Il y a une frénésie, il y a même une frustration lors de l'annonce de la suspension, heureusement provisoire. Heureusement. Donc, important ce deuxième aspect des valeurs. Et le troisième point de ces valeurs, c'est la responsabilisation et la reddition des comptes. Et donc, c'est autour de ça que ce programme d'action du gouvernement a été bâti avec les chiffres que je peux rappeler, plus de 12 000 milliards d'investissements envisagés et surtout un programme social comme l'a indiqué le président de la République lors de son discours inaugural. Justement, on revient sur le mot qui flotte sur toutes les lèvres. De toute façon, c'est le chef d'État qui l'a annoncé. Un défi qui s'inflige à lui-même et à toute son équipe gouvernementale, le hautement social. Justement, je suppose que c'est une option, une orientation que vous avez imprimée à la deuxième génération du programme d'action en faisant le point justement de la réalisation de la première génération. Il y avait une faiblesse de l'offre sociale. Vous ne pouvez pas développer un pays sans en développer son capital humain. Ce serait un développement par procuration. Apparemment, cela a été capté et fixé comme une priorité, mais au-delà, il faut aussi donner de la capacité économique aux agents, tous les agents économiques, notamment les travailleurs, d'où le hautement social. Est-ce que c'est cela qui a fondé l'orientation imprimée au PAG2 et comment est-ce que cette orientation traverse tous les secteurs de développement de l'action gouvernementale? D'abord, vous dire que aussi bien dans le programme d'action du gouvernement, le premier programme d'action du gouvernement que
celui qui est en cours, il y a un principe important que nous allons continuer de suivre. Quelques des investissements importants sont nécessaires dans notre pays, dans tous les domaines. Mais en même temps, vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas donner plus de prestations à nos compatriotes qui les attendent si vous n'avez pas les réformes qui accompagnent ces investissements-là. Cet esprit-là va continuer. Le deuxième esprit qui va continuer de marquer l'action gouvernementale, c'est la priorisation. Nous avons conscience que les ressources que nous aurons, et nous aurons ces ressources-là pour ce programme, encore une fois, et peut-être même au-delà, nous ne nous permettrons pas de faire tout ce que nous voulons. Nous n'allons pas résoudre tous les problèmes d'une baguette magique. Donc il faut décider des projets et des programmes prioritaires, des secteurs prioritaires. Nous n'allons pas tout faire. Donc quels sont les secteurs dans lesquels nous allons investir et obtenir des résultats? Parce que si vous décidez de tout faire, vous allez saupoudrer les ressources et vous n'aurez les résultats nulle part. C'est ce que nous avons souvent fait par le passé. Mais il ne vous a pas échappé qu'au cours du premier quinquennat, nous avons choisi un certain nombre de secteurs et les résultats sont visibles dans ces secteurs-là. C'est ce que nous allons faire dans ce deuxième quinquennat où le président dit c'est hautement social. Et c'est quoi le hautement social? C'est consacrer l'essentiel des ressources au capital humain, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la santé. Parce que dans ces deux domaines-là, au cours du premier quinquennat, nous avons fait pas mal de choses. Nous avons conduit des réformes dans l'éducation. Oui. Nous avons décidé de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle et technique. Dans le domaine de la santé, nous avons fait un certain nombre de réformes dans la gestion du système sanitaire, notamment à l'occasion de la Covid. Mais aussi, nous avons réformé les pharmacies. Mais quand vous regardez les investissements qui ont été faits dans ces deux secteurs, ils n'étaient pas à la hauteur. Et donc ce quinquennat-là, le deuxième quinquennat du président Patrice Talon, va investir beaucoup dans l'éducation, dans la santé, pour justement réduire donc, le gap dans ces deux domaines-là. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai noté que vous êtes très intéressé par tout ce qui concerne la revalorisation du pouvoir d'achat. D'abord avec des mesures concrètes concernant les salariés, concernant l'ensemble de la fonction publique, mais aussi des mesures qui vont au-delà de ça. Les mesures conjoncturelles qui ont été prises récemment dans le cadre de la vie chère sont des éléments qui concernent l'ensemble de la population. Tous les citoyens qui consomment de l'huile, qui achètent du riz, qui achètent du gasoil, qui consomment même de l'électricité, ont bénéficié d'une manière ou d'une autre des mesures qui ont été prises par le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, en faveur des consommateurs de façon générale. Justement, sur ce point, au regard de l'évolution de la conjoncture internationale, est-ce qu'aujourd'hui on peut se satisfaire de ce que la courbe est en train de s'inverser en ce qui concerne l'inflation au niveau de vie des populations, les prix sur le marché qui se sont appréciés ces derniers temps? Après la tournée gouvernementale, le gouvernement a pris des décisions très fortes sur le suivi. Parce qu'un des messages que nous avons reçus au cours de la tournée, c'est d'abord la satisfaction des populations que ces mesures aient été prises, mais deuxièmement, le fait que beaucoup dans les agglomérations, beaucoup dans nos campagnes, déplorent que parfois, malgré ces mesures-là, les prix sont restés relativement élevés. Et donc, le gouvernement a pris la décision de prendre des arrêtés pour imposer ces prix-là. Et à la suite de ça, vous avez vu que dans un certain nombre de villes, on a commencé par fermer des boutiques, par suivre l'évolution des prix. Donc, ce que je peux dire, c'est que déjà, on peut lier une certaine stabilisation à la suite de cette réaction que le gouvernement a eue assez rapidement à la suite de la tournée gouvernementale. Quelles leçons avez-vous tirées d'une manière générale? Il y a eu plus de 1000 recommandations, 1100 doléances, donc en termes de recommandations, de questionnements, d'attentes. Quelles leçons avez-vous tirées justement de cette tournée d'explication et surtout de sensibilisation à la résilience sur la vie chère? Leçons en termes de gouvernance et de réponse agile, adaptée à apporter à cette conjoncture-là. Nous avons reçu beaucoup de doléances, c'est vrai. La tournée a sillonné toutes les 77 communes et au-delà,
quasiment tous les arrondissements de notre pays, puisque à la suite de la tournée ministérielle, tous les maires ont été invités à poursuivre cette tournée dans les arrondissements, et nous avons les retours de ces différentes tournées. Le premier message, c'est que la tournée était pertinente. Le deuxième message, c'est que les objectifs de cette tournée-là, qui étaient de sensibiliser les populations sur les difficultés du moment, mais surtout sur les réponses que le gouvernement a données sur le plan des mesures concrètes, ces objectifs-là ont été atteints. Et troisièmement, maintenant, quels sont les retours beaucoup plus spécifiques sur les mesures qui ont été prises? Je peux diviser en deux ces retours-là que nous avons eus. Les mesures concernant la vie chère, sur les prix des produits consommés par nos compatriotes. Ces mesures ont été saluées, mais elles ont été surtout saluées dans les agglomérations urbaines. Les populations ont été sensibles dans les agglomérations à ces mesures-là et ont souhaité que le gouvernement fasse tout pour que ces mesures soient appliquées effectivement par les opérateurs économiques qui en ont la charge. Parce qu'il ne vous échappe pas que le gouvernement ne tient plus désormais boutique, que c'est le secteur privé qui vend. Mais le gouvernement a toujours la responsabilité de l'évolution de ces prix-là, même si nous voulons veiller à ce que ces entreprises-là continuent d'être prospères. Le deuxième volet, ce sont les mesures qui, pour l'essentiel, ont porté sur notre capacité à continuer d'être une économie agricole. Et ceci a concerné essentiellement la mise à disposition des producteurs agricoles, des intrants, à un prix relativement abordable. Et ces mesures-là ont été saluées parce qu'il n'a pas échappé aux paysans qui observent dans les pays voisins l'évolution de ces mêmes prix-là et se rendent compte que les prix de ces intrants-là, qu'il s'agisse des engrais ou des produits phytosanitaires, sont beaucoup plus élevés dans les pays voisins. 18 000 pour le sac de semences de 50 kilos dans un pays et 30 000 dans un autre pays, alors que nous le vendons ici à 14 000 francs pour nos producteurs. Ils en sont très très conscients. D'autres mesures qui concernent la mise à disposition du gasoil qui est utilisé par justement les paysans sont saluées par ces paysans-là. Donc, dans les zones rurales, nos compatriotes ont été beaucoup plus sensibles à ces mesures-là parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont continuer de produire. Et vous savez que nous sommes un pays agricole, nous sommes le premier producteur de coton, nous allons rester le deuxième producteur de céréales dans la zone. Si nous voulons continuer d'avoir cette performance, il faut que nos paysans aient des intrants et qu'ils aient ces intrants-là à un prix relativement abordable. Voilà. Je vais rester sur la question de la conjoncture internationale. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a des scénarios catastrophes déjà envisagés du côté du gouvernement, je dis scénario catastrophe, et si la crise perdurait. Tout ce que le gouvernement a implémenté en termes de revalorisation salariale, en termes de coups de pouce social, presque prise en otage par cette contingence extérieure. Vous avez raison, nous allons continuer d'être influencés, notre économie va continuer d'être impactée par l'évolution de la situation internationale. Mais il ne vous échappe pas que nous avons développé une capacité de résilience dans notre pays. Nous avons eu à traverser la Covid, comme beaucoup de pays. Nous avons eu à subir la fermeture de nos frontières. Nous avons eu plus récemment les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et nous avons, à côté de nous, à nos frontières, tout le développement au Sahel, qui impacte notre pays, parce que de nombreuses populations, des millions de nos voisins, se sont déplacés et ne sont plus en capacité de produire et sont un peu des consommateurs de notre production agricole. Le maïs, le mil, l'igname, le manioc sont désormais exportés de notre pays. Nous avons, même dans ce contexte-là, développé une capacité de résilience très très importante. Parce qu'au moment où nous traversions cette période, beaucoup de pays, y compris les plus grands, ont subi une dépression. Le Bénin, en 2020, a eu une croissance économique de 3,8%, là où la plupart des pays africains ont connu une croissance négative. Et en 2021, nous avons connu une croissance de plus de 7%. Nos ordinateurs continuent de fonctionner
pour anticiper sur ce qui peut se passer et le pire. Nous avons, lorsque la Covid a commencé, nous avons eu une réunion stratégique avec le chef de l'État qui nous a posé une question toute simple. Et c'est cette question-là qui a bâti nos politiques pour la suite. Quelle est la capacité de notre gouvernement à prédire quand se terminerait la Covid? Quelle est la capacité de notre gouvernement à dire comment ça va se passer? Quels sont les moyens dont le gouvernement dispose pour financer un certain nombre d'actions, par exemple le confinement des populations, le confinement général des populations. Toutes ces questions-là ont été intégrées et ont pu nous permettre de développer une politique contre la Covid exemplaire, aussi bien sanitaire qu'économique et sociale. Parce qu'il ne vous a pas échappé que ce pays n'a jamais, le Bénin n'a jamais fermé ses frontières pendant la Covid. C'était un pari audacieux. C'était un pari audacieux, mais c'est un pari qui a été gagnant. Nous avons, dans ce contexte-là, on n'a pas fait un confinement général. Là où certains pays, certains voisins ont fait ce confinement général qui a conduit à des révoltes. Alors donc face à la raideur apparemment qui ne se décristallise pas de la crise russo-ukrainienne, qui a un impact, qui a une résonance internationale et qui risque encore de durer, sait-on jamais. Quelle est votre réactivité? Je rebondis toujours sur la question de François Xavier. Alors c'est ce que je disais, voilà. Nos ordinateurs continuent de fonctionner et de tourner. Et nous allons bâtir sur cette résilience que nous avons construite sur le plan économique, sur le plan social. Nous allons continuer de gérer une économie qui va continuer de croître. Parce que dans le PAG que nous avons défini en fin décembre dernier, nous avons prévu un taux de croissance qui va atteindre vers 2025 10% de taux de croissance. Et pour y arriver, il y a un certain nombre de mesures structurelles qui sont en cours, qui vont se développer, et nous comptons bien y arriver, même dans les conditions difficiles que nous envisageons tous. Concernant ces mesures structurelles, ce qu'a révélé cette conjoncture internationale, c'est les quelques vulnérabilités de notre économie. Ça a révélé quelque peu les dépendances, certaines dépendances au blé, on peut les citer, au blé, à certains céréales, à l'huile par exemple. Au riz, oui. Quel est le plan pour essayer d'être, pas dire déjà moins dépendant à court terme de ces produits-là? Le plan, il était déjà en cours. Nous avons développé un plan agricole qui, je dis, nous sommes déjà deuxième pays céréalier, mais nous allons continuer de travailler sur les rendements agricoles, par exemple. Je donne un exemple. Nous produisons du maïs avec des rendements que nous savons aujourd'hui pas à la hauteur. Nous sommes à 1 tonne et demie, 2 tonnes maximum à l'hectare. Mais nous savons que nous sommes capables de produire jusqu'à 6 tonnes à l'hectare de maïs. À un moment où, quand je vais dans les zones rurales, je vous ai dit tout à l'heure que la perception des politiques que nous avons menées, conjoncturelles que nous avons menées contre la vie chère, est différente dans les zones rurales. Et c'est bien parce que, justement, dans ces zones rurales-là, les gens ne consomment pas le pain, par exemple. Oui. Et nous allons continuer d'encourager les gens dans cette direction. Et notre production de maïs, vous allez le voir, va s'accroître et nous allons pouvoir non seulement couvrir notre demande locale, mais aussi également exporter. Pas seulement le maïs, le soja, le manioc. Voilà un domaine dans lequel les mesures sont déjà prises. Et la diversification de notre économie va se poursuivre. La politique que nous menons dans l'éducation, avec le renforcement de la mise en œuvre de la stratégie sur l'enseignement professionnel et technique, a pour objet justement de combler ce gap dans l'économie où nous avons de nombreux secteurs qui fonctionnent sans que nous soyons en capacité de produire la force de travail qui est nécessaire. Et en même temps, donner du travail et des perspectives à nos plus jeunes. Parce que l'un des grands problèmes que nous continuons d'avoir, c'est l'emploi et l'emploi des jeunes. Pour combler ce gap-là et donner des perspectives à nos jeunes, nous allons investir massivement, et nous allons commencer de le faire, dans cette formation professionnelle et technique. D'ici un an et demi, nous allons construire 30 lycées agricoles. Nous allons construire 7 écoles de formation professionnelle dans différents secteurs comme le numérique, l'électricité, l'eau, le tourisme, pour que des jeunes soient désormais outillés pour aller dans ces secteurs-là, dans ces métiers, comme employeurs eux-mêmes ou comme employés. Et donc, ces différentes réformes ont pour objet, dans tous ces différents secteurs, ont pour objet
de mieux préparer l'économie et de la rendre encore plus résiliente. Parlant de rendre notre économie plus résiliente, donc des mesures durables à long terme pour sinon arriver à une autonomie alimentaire, du moins dépendre moins de l'extérieur, notamment en termes de facteurs de production, d'intrants. Comment vous voulez doper les rendements à l'hectare du maïs, passer de 1 tonne 2 ou 1 tonne 5 à 6, si vous n'avez pas la maîtrise, vous êtes aussi dépendant que nous le sommes aujourd'hui, par exemple, de l'engrais, tout simplement des engrais. On est à plus de 50 ans d'indépendance et on est toujours dépendant de l'extérieur. Et voilà la guerre russo-ukrainienne qui vient de nous montrer qu'il faut qu'enfin on y aille. Le Nigeria a donné le signal par son opérateur économique Dangote. Est-ce qu'il n'est pas temps que les pays de la sous-région se donnent la main, éventuellement sous le leadership du Bénin, pour créer davantage d'usines additionnelles d'engrais, de facteurs de production? C'est une piste que vous indiquez et je peux vous garantir que cette piste est explorée déjà par le gouvernement. Nous voulons en voir répondre à nos compatriotes. Et nos compatriotes, ce qu'ils nous disent, y compris lors de cette dernière tournée, c'est nous voulons avoir les engrais moins chers, mais nous voulons surtout les avoir, quelles que soient les conditions. Et donc, avoir des usines ici, encore une fois, l'État peut y suppléer, mais notre démarche, c'est d'avoir des acteurs du secteur privé développer ces activités-là. Il faut créer le cadre incitatif. Et c'est vrai, le cadre incitatif, il est là. Nous avons travaillé pendant le premier quinquennat sur ça. Nous avons pris une nouvelle loi sur le coût d'investissement. Il y a un nouveau coût d'investissement qui est en vigueur depuis 2017. Il y a une loi sur le développement des PME qui a été votée en 2017. Il y a une loi sur les PPP qui a été votée en 2017 parce qu'avant, il n'y avait jamais eu une loi sur les PPP et donc c'était tout à fait arbitraire. Oui. Donc, toutes ces conditions, nous avons développé à côté de nous ici à Cotonou, la zone économique spéciale de Glodigué, qui est un outil de développement formidable. Je vous invite à aller la visiter. Nous avons donc suffisamment travaillé sur le cadre incitatif qui permet aux différents acteurs de venir au Bénin s'installer dans des secteurs où par le passé, il n'y avait pas d'opportunité. Le textile va se développer d'ici quelques temps à Glodigué. Nous allons avoir des producteurs de motos solaires qui vont s'installer là. Nous allons transformer nos noix d'anacarde désormais ici. Il y a un décret qui a été pris récemment qui fixe à 2024 la période à partir de laquelle nous n'allons plus exporter de noix brutes. Donc ce sont là des conditions qui sont déjà en place et nous allons continuer de travailler pour les améliorer et pour faire en sorte que la place du Bénin soit la place où il fait bon investir pour le secteur privé comme pour le secteur public. Il ne serait pas exclu d'imaginer des joint ventures entre, par exemple, le Nigérian Dangote. Je reviens là-dessus parce que voilà un volontarisme entrepreneurial voilà, qui s'impose et qui en impose. Le Bénin peut imaginer une joint venture entre les opérateurs économiques du Bénin, de l'Afrique et celui-là qui donne le là pour justement l'inviter sur Glodigué. Je vois que vous êtes un grand admirateur de M. Dangote. Enfin, je pense plutôt au sort. Ce que je peux vous dire, c'est que nous explorons toutes les possibilités d'investissement dans notre pays, y compris les joint ventures. Si nous avons mis en place la loi sur les PPP, c'est pour nous permettre ces possibilités-là. Et je vous renvoie au PAG2, où nous avons prévu que plus de 52% des investissements doivent être sur cette forme de PPP. Et c'est parce que nous avons le cadre légal qui le permet. Et nous avons déjà des discussions dans ce concept. La zone économique spéciale de Glodigué est un bon exemple de PPP. C'est une zone qui est développée avec un acteur du secteur privé, un des meilleurs, pas sur le continent, mais dans le monde, qui est une société singapourienne qui est détenue par l'État de Singapour et qui a fait son expérience dans d'autres pays africains. Nous subissons, on va dire, 2 crises successives. La Covid, on n'est même pas sûr qu'on en soit sorti.
Aujourd'hui, avec la crise russo-ukrainienne, les énergies fossiles n'ont jamais eu autant de publicité. En parlant du Bénin, est-ce que tout cela est venu mettre un terme à notre progression vers ces ODD-là, quand bien même on a eu on est spécialiste des exploits ces derniers temps, parce qu'on est le premier pays à avoir mobilisé des ressources pour les ODD. Alors, comment vous entrevoyez tout cela, les ODD, la marche vers les ODD au Bénin, freiner, décaler? Ce que je peux vous dire, c'est que ces différentes crises que nous avons tous évoquées tout à l'heure ont ralenti l'ensemble du monde. L'inflation, le recul de la croissance économique et même la dépression dans certains pays, on le voit. Et je vous ai dit que tout à l'heure, grâce à la résilience de notre économie, aux mesures qui ont été prises, le Bénin a traversé peu ou prou cette période avec le moins de dégâts possible. Nous avons une croissance quand même de 3,8%, qui est une des plus fortes de la période, pas seulement en Afrique, mais même dans le monde. Dans le même temps, nous avons continué de travailler sur les ODD. Nous sommes l'un des pays qui a travaillé le plus en Afrique sur ce sujet-là. Nous avons fait aux Nations Unies 3 présentations que moi-même j'ai présidées sur le travail qui est fait au Bénin sur les ODD, et je peux vous dire que ça a été salué. Nous avons travaillé conjointement, par exemple, sur un volet avec le gouvernement suisse, bilatéralement, et cette présentation là aussi a été faite aux Nations Unies pour voir comment 2 pays qui sont, j'allais dire, pratiquement opposés, un pays développé comme la Suisse et un pays sous-développé comme le Bénin, comment ils peuvent choisir le même indicateur, travailler là-dessus et voir comment ils peuvent évoluer. Nous l'avons fait aux Nations Unies. Et c'est grâce à ce travail-là que le Bénin a été reconnu, et parmi les pays qui ont aujourd'hui c'est un exercice qu'on appelle le costing, qui est de savoir combien peut nous coûter la mise en œuvre des ODD. Le Bénin est l'un des 5 pays en voie de développement à l'avoir fait, et l'un des 2 pays africains à l'avoir fait. Qu'est-ce que ça nous donne comme capacité à mettre en œuvre notre programme des ODD dans un contexte aussi difficile? Ce que je peux dire, c'est que ça nous donne les moyens de continuer à être plus résilients. Et parce que nous avons fait cet exercice de costing, que nous avons fait surtout un exercice de priorisation, pour dire, c'est clair, nous n'aurons peut-être pas les moyens d'atteindre tous les ODD, mais nous allons travailler prioritairement sur un certain nombre d'entre eux. Par exemple, sur l'accès à l'eau potable. Très bien, je voulais vous poser une question là-dessus. Sur l'accès à l'eau potable, nous avons dit, en 2021, les agglomérations, les villages, aient accès à l'eau potable. Nous aurions réalisé cet objectif-là 10 ans avant. Exactement. Nous n'y sommes pas arrivés, c'est vrai, mais en 2020, 70% de nos compatriotes avaient déjà accès à l'eau potable. Vous êtes challengé à 100% de couverture en eau potable en 2023. C'est tenable encore dans ce contexte de crise? C'est tenable parce que c'est l'un des programmes sur lesquels nous avons le meilleur support. Quand en 2016, nous avons présenté ce programme, tout le monde nous a dit, chapeau, si vous voulez le faire, nous pouvons vous garantir que l'argent ne sera pas un facteur bloquant. Et c'est l'un des programmes les mieux financés. Et nous y tenons parce que partout où vous allez, même aujourd'hui, ce que les gens vous demandent lorsqu'ils ne l'ont pas, c'est donner de l'eau potable. Minam ici. Voyez Nohari, dans les langues nationales. Absolument. Et donc, nous avons quasiment le financement bouclé pour réaliser cet objectif. Nous y travaillons et je peux vous dire que l'objectif d'y aller dans 2 ans au maximum sera atteint. En fait, en 2024, nous pensons que toutes nos agglomérations, tous nos villages, nos compatriotes auront accès à l'eau potable. François-Xavier, Monsieur le ministre d'État, 52 minutes de télévision pour vous parler du développement de la coordination de l'action gouvernementale. C'est vite passé, on est à la lisière de la fin. On ne va pas vous laisser partir avec la complicité de François-Xavier, Monsieur le ministre d'État, sans vous demander de vous prononcer, de dire le dernier mot sur le cap du hautement social à travers les perspectives de revalorisation du pouvoir d'achat. C'est capital aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer de grandes choses. Le chef de l'État l'a dit et vous le savez, vous l'avez vécu, il ne prend pas d'engagement qu'il ne sait pas remplir. Et nous avons eu des réunions importantes avec les centrales syndicales et le patronat là-dessus.
pour dire le SMIC, quelle est l'ampleur et à quel niveau il faut le mettre. Parce que c'est vrai, le gouvernement paye certains de ses fonctionnaires à ce niveau de rémunération, mais le SMIC, c'est d'abord et avant tout pour le secteur privé. Et donc, il faut s'assurer que pour les entreprises, c'est quelque chose de soutenable et c'est quelque chose de faisable. Nous avons chacun de nous, individuellement ou collectivement, des points de vue convergents ou divergents sur la nécessité d'avoir un SMIC. Mais la question, c'est que le gouvernement l'a adopté. Nous allons continuer de le fixer et nous allons le fixer à un niveau qui aujourd'hui fait plus ou moins consensus parce qu'il va être en même temps accompagné d'autres mesures comme la protection sociale. C'est ce que le chef de l'État souhaitait, que les salariés qui vont bénéficier de ce SMIC puissent en même temps bénéficier d'une assurance médicale pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc ça, il y a un consensus là-dessus. Il y a aussi des idées qui ont été arrêtées sur la revalorisation des salaires pour les mois qui viennent. Tout le monde veut une augmentation de salaire. Mais nous savons aujourd'hui que nous avons besoin de recrutement dans beaucoup de secteurs. Tout ça, c'est les salaires. Pour l'État, c'est la masse salariale. La masse salariale, elle est composée des salariés nouveaux qui vont désormais émarger aux caisses de l'État, mais aussi de l'augmentation du salaire pour ceux qui étaient là. Quelle est la part qu'il faut garder à cette augmentation des salaires pour ceux qui étaient là? Et quelle est la part qu'il faut octroyer à ceux qui, ma foi, ont besoin de travailler et dont l'État aussi a besoin. Donc cette discussion a eu lieu, de même qu'il fallait répondre à la question, est-ce que cette augmentation que nous allons faire, est-ce qu'elle concerne aussi les retraités? Tout ça a fait l'objet de discussions et nous avons aujourd'hui une idée assez claire de la direction vers laquelle nous allons. Il y a un comité gouvernemental qui travaille sur ce sujet-là, qui va en rendre compte au chef de l'État sur la magnitude des augmentations qu'il faut faire pour ceux qui sont là et la magnitude des recrutements qu'il faut faire pour les nouveaux agents qui vont venir. Un dernier point qui concerne cette augmentation, c'est aussi de savoir est-ce qu'il faut augmenter les salaires dans la même ampleur pour M. Sounouvou qui gagne beaucoup ou pour M. Beaucoup moins que M. Abdoulaye Biachani. ou pour l'agent qui est au SMIC et qui a besoin peut-être d'un peu plus. Cette discussion a eu lieu parce que si on veut faire cet arbitrage-là, les outils qu'il faut utiliser ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, on a un consensus parce que tout le monde est d'accord pour que les salaires les plus bas soient augmentés dans une proportion plus grande que les hauts salaires. Le principe des 12 mois sur 12 aux aspirants au métier d'enseignant, c'est acquis? C'est encore en discussion parce que, vous savez, il faut voir d'où nous venons et aussi qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas le luxe de dire nous pouvons augmenter les salaires dans toutes les proportions. Et donc il faut choisir, est-ce que, par exemple, il faut, à cette étape-ci, passer les AME de 9 mois à 12 mois. Cette décision n'est pas encore faite. Le chef d'État a challengé les autres travailleurs en leur demandant de voir une négociation à faire, un arbitrage par rapport aux marges qu'on va leur accorder sur lesquelles on pourrait consacrer le principe de 12 mois sur 12 aux aspirants. C'est un point d'arbitrage parce que la cagnotte, elle est la même et c'est dans cette cagnotte-là qu'il faut répartir à chacun. C'est un jeu à somme nulle. On ne peut pas augmenter la cagnotte indéfiniment. Bon, cette fameuse cagnotte, on la saura à la fin des négociations parce que je pense que lors de cette dernière rencontre, les syndicats étaient quelque peu attentifs sur cette question parce que c'est l'ampleur de la magnitude, comme vous dites, de la cagnotte qui va déterminer peut-être quelque peu l'impact que ça aura sur les décisions à venir. Les syndicats, pour ce que j'ai vu, étaient davantage attentifs à la date de mise en œuvre de la décision. On aura l'annonce définitive avant fin 2022? Cette décision, oui, le chef de l'État l'a annoncé que ça se fera avant la fin de l'année. La période exacte reste à déterminer parce que nous sommes attentifs sur l'évolution de la situation internationale, nous sommes attentifs sur l'évolution de nos propres ressources.
parce qu'il ne vous échappe pas que ces augmentations de salaire seront financées sur nos propres ressources. On ne va pas aller emprunter ou aller chercher l'argent chez des partenaires pour payer nos fonctionnaires. Juste un dernier point sur la hiérarchisation des salaires qui a été écartée. Est-ce que c'est pour permettre au secteur privé de mieux s'organiser, de pouvoir soutenir dans la durée cette hausse à implémenter? L'arrêt de la hiérarchisation générale a été décidé parce que justement ça ne se fait pas. La dernière augmentation du SMIC n'a pas été suivie de hiérarchisation générale parce que les entreprises avaient des difficultés à le faire. Et c'est pour ça que nous disons que ce n'est pas nécessaire d'acter quelque chose qui n'est pas si automatique que cela. Donc il faut le laisser au secteur, aux différents secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels l'évolution de la situation permet de le faire tout de suite. Et en ce moment-là, les négociations entre les centrales, entre les syndicats de ces secteurs-là et le patronat de ces syndicats va aboutir à une décision. Donc c'est cette mesure-là qui avait déjà été prise par le gouvernement qui a été, disons, notifiée aux centrales et au patronat. Et le gouvernement désormais pris de hautement social pourrait faire ses beaux offices pour encourager le patronat à aller dans ce sens. Justement, quelles sont les garanties que le gouvernement met sur la table pour ne pas laisser on va dire, les salariés, on va dire, en griffe à la merci des patrons? Le gouvernement est très souvent accompagnateur. Pour le SMIC, par exemple, le gouvernement a été très actif pour amener la convergence de vue entre les centrales et le patronat sur ce sujet. Nous avions notre point de vue, nous avons encouragé les deux parties à converger vers une situation une position qui soit favorable, je pense, au travers, surtout la prise en charge donc, de l'assurance médicale, qui était un des aspects importants que le gouvernement a mis sur la table. Monsieur le ministre d'État, on est complètement à la fin de ce plateau, de ce rendez-vous d'explication sur la coordination de l'action gouvernementale et des actions de suivi du développement, de conception des programmes de développement, de leur suivi que vous menez aux côtés de Patrice Talon, dont vous êtes le bras exécutif. Les investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'énergie et de l'atteinte du service universel à l'eau, eh bien les efforts vont se poursuivre. On est attentif pour suivre le gouvernement dans cette marche, dans cette annonce, dans cet engagement, cette profession de foi qu'on espère pourra se concrétiser effectivement. François Xavier, c'était un plaisir d'avoir animé ce plateau avec vous. Monsieur le ministre d'État, merci d'être passé pour cet exercice d'explication. Merci et bonne suite à vous. Merci.